Oksana Markarova, l'ambassadrice du pays aux États-Unis, a été vue dans un état préoccupant alors que les deux présidents avaient un débat houleux dans le bureau ovale. Au cours de l'affrontement, Trump a accusé Zelensky de jouer avec une troisième guerre mondiale, écrit le Daily Mail, relayé par BuzzPlus. Il a poursuivi en disant « Vous devez être reconnaissant, votre peuple meurt, vous manquez de soldats. Ou vous ferez un accord, ou nous abandonnerons », a averti Trump. Après la réunion, le président des États-Unis a publié une déclaration sur les réseaux sociaux où il a déclaré que Zelensky n'était pas prêt pour la paix si l'Amérique est impliquée. Car il pense que l'implication de l'Amérique lui donne un grand avantage dans les négociations. Il a ajouté « Je ne veux pas d'avantage, je veux la paix ». Il n'a pas respecté les États-Unis d'Amérique dans le bureau ovale. Il peut revenir quand il sera prêt pour la paix. La politique internationale est devenue, d'une certaine façon, une télé-réalité. Or, M. Trump, à la fin, dit « Si vous ne signez pas d'accord et si on part, vous êtes fini, le pays est fini. » Vous voyez les images, il a quitté la Maison-Blanche parce que peu de temps après, quand les caméras sont sorties, M. Trump a décidé de dire à M. Zelensky « Au revoir, vous n'avez plus rien à faire ici, vous n'êtes pas prêt. » Il a envoyé ce message sur son réseau social. Le président Zelensky n'est pas prêt pour la paix. Il a manqué de respect aux États-Unis dans le prestigieux bureau ovale. Il pourra revenir lorsqu'il sera prêt pour la paix. Et Zelensky qui a envoyé, lui, un X en disant « Merci à l'Amérique, merci pour votre soutien, merci pour cette visite. Merci à vous, Président, parce qu'on lui reprochait de ne pas dire assez merci. Alors là, il en a donné 8 dans son message en disant « L'Ukraine a besoin d'une paix juste ». Alors, pour analyser tout ça avec moi, parce qu'il y a beaucoup de matériel là-dedans, pourquoi Trump accuse Zelensky de refuser un cessez-le-feu? Pourquoi un tel dérapage? Azeb est à Washington où tout ça s'est déroulé. Merci d'être là. Marie-Ève Bédard est en Ukraine. Vous êtes à Odessa. Marie-Ève, merci d'être là. Et Justin Massy avec nous. Merci à vous trois. Azeb, quelle scène, là! M. Trump a été piqué parce que Zelensky lui répondait et répondait au vice-président en disant « La diplomatie, je veux bien, mais on a essayé ça. Depuis 2014, ça n'a pas fonctionné. » là. Oui, Patrice, écoutez, c'était une scène inouïe, là, vous l'avez dit. Vous savez, d'habitude, ce genre de débat, ça se passe vraiment à huis clos. Hein. Les caméras ne sont pas là. Et de voir vraiment ce débat devant les caméras du monde entier, je pense qu'on n'a jamais vu ça à la Maison-Blanche, au bureau ovale. En fait, Donald Trump lui dit que, voilà, que Zelensky est vraiment ingrat, qu'il n'a pas assez de gratitude envers les États-Unis. Et donc, c'était quelque chose de vraiment inattendu. Parce que quand Volodymyr Zelensky est arrivé ce matin à 11 h, Donald Trump l'attendait au perron, ils se sont serrés la main et on pensait vraiment que c'était de bon augure là, cette visite. Il y avait cette conférence de presse prévue à 13 h et puis finalement on a vu cette scène complètement inouïe au bureau ovale et puis peut-être sous la forme, je vous dirais Patrice, quand Volodymyr Zelensky s'est adressé par exemple à J.D. Vance, il l'appelait JD, il l'a pas appelé monsieur le vice-président par exemple, alors que J.D. Vance répondait monsieur le président ukrainien. Donc sur la forme, je pense que l'administration Trump, ils ont trouvé que le comportement de Volodymyr Zelensky n'avait pas sa place, si vous voulez. C'est sûr que pour ceux qui soutiennent Zelensky, ils vont dire qu'il a tenu tête là, à l'homme fort de Washington. Par contre, d'autres, ce qu'on entend dans les coulisses, c'est que bon, le fait qu'il ait parlé par-dessus le président américain, qu'il a interrompu plusieurs fois Donald Trump ou même J.D. Vance, pour eux c'était une forme, ils ne respectaient pas beaucoup les personnes qui étaient dans ce bureau ovale, donc ça a été très très mal vu. D'ailleurs, l'ambassadrice ukrainienne qui était présente, on la voit couvrir son visage avec ses mains, parce que certainement qu'elle a préparé cette réunion depuis des mois là, et là de voir que finalement c'est la catastrophe, c'est un échec cuisant, il repart. Et puis vous savez, c'est une employée là, qui l'a raccompagné à la porte, Volodymyr Zelensky. Ce qu'on apprend, c'est que c'est Marco Rubio et puis le conseiller national Mike Waltz qui lui ont dit, voilà, il va falloir que vous partiez là. Et il est parti presque au pas de course. Il a quitté la Maison-Blanche à environ 13 h 40. Et voilà, donc c'est une réunion qui s'est, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'est plutôt très très mal passé. Et la grande mésentente, c'est sur l'interprétation, de l'histoire, mais aussi sur la suite des choses. Marie-Ève Bédard, en Ukraine, c'est quand il dit, c'est pas que je veux pas de cessez-le-feu, je veux la paix, et pour ça, je veux des garanties de sécurité. On tourne autour de ça, c'est qu'ils ont peur, en Ukraine,
qu'un cessez-le-feu soit une ruse pour Poutine pour revenir dans 6 mois, 1 an. Faire une pause, se réarmer, se reposer. Il a répété à plusieurs reprises que Vladimir Poutine était revenu sur des ententes qu'il a signées non seulement avec Volodymyr Zelensky, mais ses prédécesseurs aussi. En Ukraine, à 25 reprises, a-t-il dit, la Russie est revenue sur des ententes qui avaient été signées. Ce sont eux les agresseurs. Ça, c'est un des messages que tentait désespérément, en quelque sorte, Volodymyr Zelensky de faire passer auprès du président Donald Trump. Et c'est un message qui ne semblait pas être entendu par Donald Trump, qui ne voulait pas choisir son camp, ne voulait très certainement pas condamner la Russie dans cette rencontre. Et Volodymyr Zelensky s'est envolé pour Washington avec une pression énorme sur les épaules de la part de son pays, c'est-à-dire qu'il avait répété qu'on ne cédait pas ses droits miniers pour des sommes très importantes quand même. C'était une entente qui était très favorable d'un point de vue économique pour les États-Unis, mais on n'allait pas céder tout ça sans avoir minimalement cette garantie. Volodymyr Zelensky qui sait que les pays européens vont être présents pour maintenir une certaine forme de paix, de sécurité si jamais il y avait entente avec la Russie pour un cessez-le-feu, mais que tous ces pays-là ont aussi répété à plusieurs reprises qu'il fallait que les États-Unis soient le dernier des remparts en cas d'échec. Et les États-Unis refusant de s'engager dans cette fois-là, en fait, donnaient l'impression aux Ukrainiens et au gouvernement ici qu'ils allaient tout prendre, mais sans rien offrir comme garantie en contrepartie. Ça insécurisait beaucoup le président. Donc, c'est le message qu'il a voulu faire passer. Ça n'est pas passé visiblement, ça s'est très mal passé. Mais ici, en Ukraine, on a salué quand même la capacité de Volodymyr Zelensky à tenir tête à Donald Trump, à le corriger sur certaines des inexactitudes qu'il a répétées dans cette conférence de presse, qu'on l'a beaucoup entendu dire, par exemple, que les États-Unis avaient donné beaucoup plus que les Européens. Mais donc, c'est le message qu'il devait, pour conserver sa crédibilité ici en Ukraine, pouvoir faire passer et rassurer les Ukrainiens qu'ils ne vendaient pas les ressources du pays pour rien. Il y a des gens, puis j'entendais déjà Justin Massy, des gens cet après-midi dire « Aurait-il pu être plus diplomate? » On peut faire toutes sortes de théories là-dessus, mais il reste, contrairement à Macron, lui, il préside un pays en guerre, il a les nerfs à fleur de peau, et Vance est allé le chercher, là, quand Vance lui a dit « Négocier avec le gentilhomme Poutine, ça sert à rien d'envoyer des mauvais mots à Poutine. » On a senti là que le dérapage commençait, là. Absolument, parce que ce que Zelensky essaie de faire, c'est d'expliquer qu'en 2014-2015, il y a eu un cessez-le-feu, mais que la Russie l'a violé quelques années plus tard quand elle a envahi en 2022 l'Ukraine. Et ce que Zelensky tentait d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait bien signer un cessez-le-feu, mais s'il n'y a pas de garantie de sécurité, la Russie va nous attaquer encore à nouveau à grande échelle comme ils l'ont fait il y a 3 ans. Mais il n'a pas réussi à marquer ce message-là rapidement et clairement. Il s'est perdu dans les dates. Est-ce que c'est 2014, 2015? Là, on s'est mis à débattre là-dessus. Et on voit que la conversation a vraiment pris une mauvaise tournure à ce moment-là. Alors que Trump a voulu dire que Zelensky était contre la paix. C'est pas du tout ça, la réalité. C'est que l'Ukraine veut être en paix, mais elle veut une réelle paix durable. Alors que les États-Unis semblent vouloir seulement avoir un cessez-le-feu, faire ce deal que souhaiterait le président Trump, mais sans trop se soucier des suites de ce cessez-le-feu qui pourrait arriver, que la Russie pourra en profiter. Alors, tout le nœud de la négociation qu'on parle depuis des mois s'est joué devant nous aujourd'hui, ce midi. On a vu les deux interprétations de c'est quoi la paix pour les Américains, c'est quoi la paix pour l'Ukraine et comment ces visions-là ne sont pas tout à fait réconciliables. C'est vraiment bien expliqué, Justin Massy. Azeb, c'est que M. Trump, il faut le répéter, veut une victoire rapide, veut un gain rapide, veut pouvoir dire il y a un cessez-le-feu, merci. Zelensky, un cessez-le-feu, s'il n'y a pas de garantie, c'est encore plus dangereux que le statu quo presque. Oui, voilà, exactement. En fait, Donald Trump, lui, dans sa logique, c'est qu'il faut d'abord signer cette entente sur les minéraux. Pour lui, c'est très important. Et une fois que cette entente sera signée entre l'Ukraine et les États-Unis, là, il serait peut-être ouvert à parler de garanties de sécurité pour justement protéger les intérêts des États-Unis. Parce que si il y a des gisements, s'ils commencent à faire de l'exploitation en Ukraine, ça veut dire que les Américains vont être là-bas. Il y aura des compagnies américaines. Et dans sa logique, automatiquement, ils voudront protéger
leurs intérêts. Et pour Donald Trump, vous savez, il l'a répété à plusieurs reprises, que l'Ukraine ne fera pas partie de l'OTAN. Il l'a encore répété hier. Et pour lui, il comprend Vladimir Poutine, Donald Trump. Il l'a déjà dit. Il a dit, écoutez, Vladimir Poutine a répété à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. En 2022, ils étaient aux portes de l'OTAN. Joe Biden parlait que n'importe quel pays, c'est ouvert, que l'OTAN est ouvert à n'importe quel pays. Donc il dit, voilà, c'est pour ça, il justifie un peu l'invasion russe, Donald Trump. Donc c'est évident que Volodymyr Zelensky, le courant ne passe pas du tout avec Donald Trump. Donald Trump défend plutôt Vladimir Poutine et il a dit que Vladimir Poutine veut la paix, qu'il est prêt à négocier une paix. Il a même dit qu'il fallait des élections en Ukraine pour se débarrasser de Volodymyr Zelensky. Il l'a répété, ça, Donald Trump. Mais ses propos s'étaient tempérés cette semaine. Et je vous dirais que le travail d'Emmanuel Macron et le travail du Premier ministre britannique, ça pavait quand même un peu la voie là, pour Volodymyr Zelensky. On ne s'attendait vraiment pas à ce qui s'est passé aujourd'hui parce que les deux chefs d'État sont venus ici plaider un peu la cause pour l'Ukraine, plaider pour cette garantie de sécurité. Et finalement, Volodymyr Zelensky est arrivé à la Maison-Blanche. Donald Trump l'a reçu. Il y a eu quand même une bonne poignée de main. Il faut souligner que Donald Trump ne reçoit pas tous les chefs d'État là sur le perron. Il est allé l'accueillir. C'est pas une aide ou une employée qui est allée accueillir Zelensky. Le président était là. Ils sont rentrés et ça avait très très bien commencé et ça s'est visiblement... Bon. Et puis il faut aussi rajouter une chose. J.D. Vance, quand il était sénateur, il était contre les investissements, il était contre l'aide militaire à l'Ukraine. Donc c'est pas nouveau que J.D. Vance soit contre tout ça. C'est vraiment l'huile et le vinaigre. Là. Je veux dire, J.D. Vance et Zelensky dans la même pièce, on a vu ce que ça a donné. Parce que si Trump et Zelensky avaient été seuls, on ne le saura jamais. Mais est-ce que ça aurait dérapé comme ça? Pas sûr. Marie-Ève, quand Trump dit au président ukrainien, vous n'avez plus de cartes dans vos jeux, vous avez plus de... Et Vance en remet en disant, vous avez des problèmes, et ce qui est vrai avec la conscription, les gens ne veulent plus aller se battre. Il est minuit moins 3, vous devez accepter un cessez-le-feu. Il touche quand même une réalité pénible en Ukraine, là, Marie-Ève. Oui, c'est-à-dire que l'Ukraine, sans l'aide étrangère, sans les armes qui viennent de l'étranger, principalement des États-Unis, en fait majoritairement des États-Unis, mais aussi des Européens, ne saurait pas tenir la ligne de front comme le pays a pu le faire dans les 3 dernières années. Il faut dire que c'est une guerre de nombre. On parle de la difficulté de recrutement du côté ukrainien. On a mis les freins un peu sur l'âge de recrutement. Les Ukrainiens ont tenté de préserver la population plus jeune jusqu'ici. Il y a une toute nouvelle loi qui vient d'être adoptée pour permettre des contrats spéciaux pour justement recruter des soldats plus jeunes, ceux qui ont entre 18 et 24 ans, sans qu'ils entrent dans ce cycle dont on ne sort pas pour l'instant. Et ça a été un gros problème, la conscription des gens qui se sont engagés. Ils croyaient y aller pour 1 an, mais finalement, ça dure maintenant depuis 3 ans. Il y a très peu de périodes de repos, de répit qui sont données aux soldats. Donc, c'est de plus en plus difficile de recruter. Et ceux qui seraient en âge d'être mobilisés, cherchent à y échapper. On l'a vu dans plusieurs reportages, c'est-à-dire qu'on paie des sommes faramineuses pour pouvoir partir à l'étranger ou pour se trouver des raisons médicales pour ne pas le faire. Donc, on tente de rajeunir un peu la force des combattants. Mais l'Ukraine a du mal à remplumer les rangs de ces unités qui sont épuisées par 3 ans de combat. C'est des combats qui sont très rudes. Donc, sans l'appui des Européens, sans les armes lourdes plus importantes, sans l'appui des Américains, c'est évident que la ligne de front ne serait pas restée peut-être aussi stable. On voit que les Russes font tous les jours des gains de plus en plus importants, mais ça reste qu'on se bat avec acharnement pour chacun des kilomètres qui sont gagnés. Le scénario n'aurait pas été le même, sans doute, sans l'appui de tous les pays étrangers qui sont venus au secours de l'Ukraine et des Américains surtout. Bon, là, on ne sait pas, puis on ne fera pas de prédiction sur plusieurs mois, là, parce que les choses changent très vite. Mais Justin Massy, qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir de la relation américaine et l'administration Zelensky? Est-ce que là, Trump choque? Parce que quand il est choqué, l'autre fois, et c'est ce qui est arrivé quand Zelensky avait refusé de signer en 1 heure le deal, c'est là qu'il l'avait traité de dictateur, puis il avait dit ça prendrait des élections qu'il parte. Est-ce que les Américains ne vont pas tout faire pour qu'il y ait un changement de régime en Ukraine? Oui, tout à fait, mais ça demeure une montagne russe parce qu'après cette déclaration-là, le lendemain, il a dit que le président ukrainien, c'était le meilleur président parce qu'on s'était entendu sur cet accord sur les minerais, du moins préalablement, là, avant la rencontre d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une relation imprévisible auquel on assiste entre les États-Unis et l'Ukraine. Je pense qu'il y a une possibilité pour Zelensky de rattraper les pots cassés, dans la mesure où si on s'entendait a posteriori sur cet accord sur les minerais,
si on disait explicitement qu'on est en faveur d'un cessez-le-feu et qu'on le dit clairement, sauf qu'on souhaite que ce cessez-le-feu n'ait pas de limite sur le développement d'armes pour l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre, que l'Europe puisse continuer à fournir des armes à l'Ukraine et que les Européens puissent même déployer des troupes en Ukraine pour protéger. Je pense que si on s'entendait là-dessus, l'Ukraine en sortirait gagnante et que c'est possible d'arriver à cette fin-là. Okay. Et si on va de ce côté-là, par contre, l'obstacle sera la Russie, qui elle a déclaré qu'elle ne voulait pas de troupes européennes, qu'elle ne voulait pas que les Européens continuent à fournir des armes aux Ukrainiens. Et là, le fardeau de l'obstacle à la paix passerait plus sur Zelensky, mais passerait sur Vladimir Poutine. Je disais un mot rapide chacun. Je vais recommencer avec vous, Justin. Je veux faire un tour de table avant de parler à Tatiana Argakova, notre collaboratrice qui est à Kiev. Je disais en début d'émission, on n'a jamais vu ça. Puis des engueulades en privé lors de conflits, ça arrive entre les... C'est inédit, Justin Massy, là. Vous avez étudié là-dedans les conflits, qu'en public, devant la télévision, parce qu'on aurait pu arrêter ça tout de suite, dire, bon, mais ça suffit, on sort les journalistes. Et Trump a décidé de laisser aller, voyant que ça dérapait. On n'a jamais vu ça, Justin. Non, on n'a jamais vu un président non plus qui fait ces conférences-là avec tant de médias et qui veut en faire un spectacle. Il l'a dit lui-même. Regardez comme ça va faire de la bonne télévision. Il aime être au cœur de cette attention médiatique-là. On sait qu'il y a un narcissisme, le président Trump, et que ça lui permet d'être sur la sellette. Mais là, ici, ce que ça permet aussi à Donald Trump, c'est de pouvoir dire à son électorat, regardez, moi, j'ai tout fait pour avoir la paix en Ukraine et c'est Zelensky qui bloque, qui ne le veut pas. C'est pas vrai, c'est pas exact, ce serait des mensonges. Mais ça se permettrait de nourrir ce narratif là que J.D. Vance a dit. Il est allé en Europe, lui, à Munich, il n'y a pas longtemps, dire aux Européens que la menace en Europe, c'était pas la Russie ou la Chine, c'était la lutte contre la désinformation qui dit des mensonges dans les médias. Alors, ça va permettre de réconforter ce narratif-là qui nuit à la démocratie et qui nuit à l'Ukraine. Marie-Ève Bédard, est-ce qu'en Ukraine, ça va renforcer la position de Zelensky d'avoir tenu tête au président américain? Mais ça a déjà commencé, je vous dirais, Patrice, à partir du moment où Donald Trump a traité Volodymyr Zelensky de dictateur. Même les partis d'opposition, les candidats les plus pressentis pour tenter de lui succéder, ont serré les rangs un peu derrière lui en se disant c'est pas le moment de laver notre linge sale en famille. Encore une fois, ce soir, il y a plusieurs politiciens, dont le ministre des Affaires étrangères qui a toujours été beaucoup plus proche de l'opposition, qui saluent le courage dont a fait preuve Volodymyr Zelensky ce soir. Il y a un endroit, par contre, où on se réjouit de ce qui s'est passé. On en a très peu parlé dans les 15 dernières minutes, mais c'est à Moscou, en Russie, où les réactions du ministère des Affaires étrangères, de Dimitri Medvedev, qui est un ancien président, qui est aujourd'hui conseiller adjoint à la sécurité nationale, qui ont été d'accord avec Donald Trump en disant qu'il jouait avec une troisième guerre mondiale possible, que le cochon qu'il était s'était pris une bonne raclée dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Ça fait très plaisir à Moscou ce soir. Oui, on vient de voir son X à l'écran, effectivement. L'origine de Kiev qui joue avec la Troisième Guerre mondiale. Bon, bien, Azeb, alors on répète, il a été presque expulsé de la Maison-Blanche parce qu'il aurait pu avoir une réunion en privé après. Il aurait dû, en fait. Et Trump a décidé que c'en était assez, là. Voilà, et puis la conférence de presse qui était prévue à 13h, une conférence de presse conjointe a été annulée. En fait, Donald Trump a voulu un peu humilier Volodymyr Zelensky en lui disant, en gros, sans nous, vous n'êtes rien en Ukraine, cette guerre n'aurait pas duré. C'est vraiment grâce à nous que vous êtes encore là en train de résister. Les réactions ici, on a la réaction du sénateur républicain Lindsey Graham qui dit qu'en fait, soit Volodymyr Zelensky change d'attitude, de comportement, ou alors il faut carrément changer l'administration ukrainienne. C'est ce que Lindsey Graham a dit. Chez les démocrates, on soutient Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky qui était quand même allé rencontrer des sénateurs en matinée avant de rencontrer Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc c'était une journée quand même qui commençait assez bien. Il a Zelensky avait rencontré des sénateurs, c'est bipartisan, démocrates et républicains. Mais là, maintenant, c'est vraiment divisé, hein. Volodymyr Zelensky, certains disent pour qui il se prend. En fait, comment peut-il parler au-dessus de Donald Trump, de J.D. Vance? Il n'a pas eu un bon comportement, une bonne attitude. C'était pas digne d'un chef d'État. Quand on compare, par exemple, avec Keir Starmer hier, qui est arrivé en disant à Donald Trump, j'ai une très belle lettre pour vous, du roi Charles qui vous invite pour une visite d'État. Même chose Emmanuel Macron, et parce qu'ils savent que Donald Trump, c'est ce qu'il aime. Les compliments, vraiment qu'on le vénère presque. Et là, Volodymyr Zelensky, il n'a pas vraiment joué à ce jeu-là aujourd'hui. Il a vraiment, il a tenu tête finalement, président.
Voilà. Donc Merci beaucoup, Ce que Azeb. ça va donner, on verra. Mais bon, cet accord sur les minerais n'est pas signé et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont se revoir. Voilà, ça, c'est les faits. Accord pas signé. Merci, Marie-Ève. Merci, Justin. Merci, Azeb.